Bonjour ou rebonjour à tous. Ça a été souligné par pratiquement tout le monde ce matin, mais vraiment ça a été une unanimité. Tout le monde a dit, de toute façon, la mixité, la participation des femmes aux décisions, dans les conseils d'administration, dans les COMEX, ça fait des meilleures décisions, ça fait plus d'efficacité. Tout le monde est content, les clients sont contents, les salariés sont contents, l'ambiance de travail est meilleure. Enfin voilà, on nous a décrit un truc absolument magnifique d'efficacité et de bon sens. Et je me dis... mais alors si c'est aussi efficace, pourquoi est-ce que c'est si difficile? C'est-à-dire pourquoi est-ce que tous ces gens qui se targuent justement de conduire des entreprises avec le but d'avoir des meilleurs résultats possibles pour tout le monde, pour les actionnaires, mais aussi pour les salariés, etc. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Est-ce que vous avez tout simplement une explication à ça? Qui veut commencer? Carlo? Il y a un micro devant là. Ah, oula, oui. Alors, avant de répondre, si tu me permets, juste, je veux reprendre la question de l'étudiante de Pantin. Chez Microsoft France, nous avons une égalité parfaite dans le salaire fixe, rémunération fixe, femmes et hommes. Et l'année dernière, grâce à la partie variable, donc ce que tu fais par rapport aux objectifs, donc factuel par rapport aux résultats et aux performances, mais aussi l'évaluation de ton manager, il y a une partie variable. Et donc, grâce aux variables, les femmes ont gagné en moyenne 5% de plus que les hommes l'année dernière. Bon, donc juste, c'est important de savoir qu'on peut gagner pareil, voire plus, quand on performe bien. Quels sont les obstacles? Les obstacles, je pense que c'est la mentalité. Les obstacles, on les a montrés, mais pourquoi c'est si dur? Pourquoi autant de résistance alors que vous avez tous décrit à quel point ça marchait mieux quand on arrivait à instaurer cette voilà. Je pense que c'est juste si évident et si c'est une histoire de bon sens. On vit dans une époque de transition, c'est-à-dire qu'il y a plein d'habitudes, on en a parlé toute la matinée, il y a plein d'habitudes qui sont difficiles, on a du mal à se décrocher par rapport aux habitudes. Je vous fais un exemple, quand je parle de mon équipe qui a 55% de femmes, je commence à voir des réflexions au bureau, hein, donc même nous, on est censé être une entreprise hyper moderne, hyper inclusive. J'ai eu 2-3 commentaires en disant « Mais Carlo, mais là, ça fait quand même un peu beaucoup, non? Tu risques d'aller dans l'excès de l'autre côté. » Donc, comment... Ça peut s'arrêter, ça veut dire 60, 70... Donc, pourquoi une équipe, mon équipe, c'est une équipe de 10-12 personnes, comment un 55% dans mon équipe peut mettre en danger un état de fait qui est de 70% d'hommes dans mon entreprise? Donc, c'est pour vous dire combien c'est radiqué le fait que, dans une entreprise, un 60-40, 60 hommes, 40 femmes, c'est la normalité. Donc, le fait de poursuivre comme ça, c'est considéré normal. Donc, c'est juste, moi, je considère que c'est une transition. On est dans une phase où c'est comme ça. Et donc, il faut que d'un côté, l'évocation, donc c'est beau de voir des étudiants et des jeunes, que l'évocation nous permette d'avoir un pool de talents où tout le monde fait tous les métiers et que dans tous les métiers, on ait une égalité totale. Donc, je pense que ça va être encore une question de, 15-20 ans. Dans 15-20 ans, je pense qu'il y aura... Non, mais c'est long et c'est court par rapport à l'humanité. Donc, moi, je pense que d'ici, et je prends un pari, dans 15-20 ans, il y aura d'autres sujets d'inclusion peut-être plus urgents que celui-là. Et femmes-hommes, ça sera une parité factuelle dans toutes les entreprises. On est dans une phase de transition, donc encore beaucoup de décisions sont prises. Ce que disait Ruben sur les cabinets d'avocats, c'est sensationnel. Il y a plus de femmes que d'hommes, mais quand tu vas dans des positions apicales, il n'y a plus que des hommes. C'est la difficulté de faire jusqu'au bout le travail qu'on doit faire. Dans les métiers scientifiques, on sait que les filles réussissent mieux dans les matières scientifiques. C'est vrai partout. C'est vrai partout. C'est vrai dans les milieux académiques, c'est vrai dans la tech, c'est vrai partout. Voilà. Et petit à petit, ça ne va plus être vrai et on va voir l'équilibre parfait. Muriel, une idée peut-être sur la raison de ces résistances? Tu veux pas dire? Non. Oui. Je ne vais pas redire ce qui a été très bien expliqué sur le poids des habitudes. Je voudrais simplement souligner que les femmes doivent être aussi des actrices convaincues de la parité, du combat pour la parité, et en particulier celles d'entre nous qui sommes peu nombreuses dans nos filières, on a une responsabilité particulière. Pourquoi ? Parce que quand on est seul,
on a tendance à avoir peut-être l'illusion d'être l'élu. Et je dois dire que nos amis hommes nous font souvent miroiter cette illusion, c'est-à-dire bon, il n'y a que toi qui comprends les questions de sécurité, ou il n'y a que toi, et en fait ça marche pas. Ça suffit pas d'être une femme seule dans un milieu où il y a que des hommes. D'abord parce que on a toujours le sentiment d'être là par effraction, et on vit quand même une forme d'inhibition quand on a l'impression de voir des sujets que le reste de l'assistance ne voit pas. Je disais tout à l'heure sur les questions de radicalisation des femmes, moi il y avait des moments où je me disais non mais est-ce que, puisque je suis manifestement la seule à voir qu'il y a plus de 2/3 de femmes et d'enfants sur zone, est-ce que je le dis? Est-ce que je vais être la femme de service? Donc, vous voyez, être la femme de service, en fait, c'est pas un service que on se rend. Il faut être plusieurs, et je crois que c'est l'intérêt général de nos collègues hommes et puis de l'efficacité de notre action. Donc mon message, c'est aussi, les femmes ont parfois tendance à se contenter d'être l'élu, mais avec le risque que d'être entrée par effraction, finalement, elles remplissent pas l'objectif d'efficacité qui est le nôtre collectivement. D'où l'importance, effectivement, de la question de la confiance en soi dont parlait depuis le plus jeune âge, dont parlait Jean-Michel Blanquer il y a un instant. Benoît ? Je crois qu'il y a plein de raisons. On en a un peu évoqué ce matin. Si je vais peut-être pointer celles qui me tiennent particulièrement à cœur. D'abord, je dirais que pour qu'on remette de la parité... Tout le monde s'en va, là. Tout le monde nous quitte. Pour qu'on remette de la parité là où il n'y en a pas, il faut qu'il y ait de la mobilité. Il faut qu'il y ait de renouvellement. Il faut qu'il y ait une dynamique de changement, au fond. Et donc, je dirais, en fait, le premier obstacle, c'est peut-être ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, qui ont du pouvoir et qui ne veulent pas le lâcher. Or, pour qu'on puisse refaire de la parité, il faut qu'il y ait de la mobilité. Donc moi, j'appelle de mes vœux à une société, à des pouvoirs, à des entreprises, des organisations qui soient plus mobiles, dans lesquelles il y a plus de remise en cause des statuts et des pouvoirs, et que c'est à cette occasion-là qu'en réalité, on peut en profiter pour pousser et remettre de l'égalité là où il n'y en a pas eu suffisamment. C'est d'ailleurs valable pour les femmes, mais c'est aussi valable de manière assez générale pour tous les endroits où il y a des problèmes de diversité au sens large du terme. Oui, mais ça, c'est la première chose. Excuse-moi, je t'interromps. L'autre question que je voulais poser, mais tu m'y amènes naturellement, c'est est-ce qu'il faut privilégier encore plus de mesures, j'allais dire coercitives, en tout cas qui passent par la loi? On a vu le succès, effectivement, même les plus sceptiques, comme Guy disait qu'il avait changé d'avis sur la question, se sont ralliés à la question des quotas en politique et doivent reconnaître que ça a été super efficace. Est-ce qu'il faut plus de mesures comme ça? Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'on va faire un jour une loi pour obliger les gens à lâcher leur poste au bout de, 10 ans? On va fixer, par exemple, une limite de temps pour exercer telle ou telle fonction exécutive? Moi, j'y suis très favorable. Je note d'ailleurs que c'est un peu dans l'air du temps. Et je crois qu'en fait, de cette manière-là, en fait, on se rend compte qu'on peut avoir plusieurs victoires en même temps. Encore une fois, je pense que l'idée d'un renouvellement, du fait qu'on doive parfois lâcher le pouvoir qu'on a trop longtemps eu, c'est une mobilité qui en fait favorise le renouvellement au sens large du terme, et les femmes, à mon avis, seraient les premières à en bénéficier davantage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je reste très favorable à ce que dans les endroits où il n'y a pas encore eu de règles coercitives, on en ajoute davantage. J'ai eu la chance de présider pendant 3 ans le Conseil national du numérique. Alors, pourtant, dans un domaine d'activité, dans un secteur dans lequel on a toujours dit il n'y a pas assez de femmes, c'est très difficile de recruter des femmes. Bon. On était 30 membres, il y a eu une volonté politique très forte de dire on veut que cet organisme soit paritaire. Il l'a été. Et je pense qu'il a donné l'exemple. Et c'est peut-être le troisième point sur lequel je voudrais un petit peu m'appesantir. Je crois qu'au fond, évidemment, la plus grande des victoires sur tous ces sujets, elle est sur l'imaginaire. Elle est sur l'exemple. On parle beaucoup, et Dieu sait que j'y ai un peu travaillé, parce que j'ai eu la chance d'être doyen de l'école du management et de l'innovation à Sciences Po. Et un des enjeux pour nous, c'était de pousser davantage à l'orientation, pas simplement d'ailleurs des jeunes étudiantes, de manière générale, de pousser davantage à la formation sur des métiers numériques et parfois scientifiques. Vous savez que c'est un vrai sujet. On manque en France profondément de gens formés aux métiers numériques au sens large du terme, qui soient d'ailleurs de sciences dures ou qui soient de sciences molles. Bon. Eh bien, je peux vous assurer que ce qui va pousser les jeunes, et en particulier les jeunes étudiantes, à aller vers ces carrières, c'est les exemples.
Si vous leur réunissez un aéropage de scientifiques dans lesquels on va vous parler des métiers numériques, de la révolution numérique, et que ce ne sont que des hommes, comment voulez-vous que des jeunes étudiantes se projettent dans cet imaginaire-là? Et donc je pense qu'il faut revoir tout. Alors évidemment, les annonces de Jean-Michel Blanquer à l'instant, je pense, vont vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire que plus on s'y prend tôt, plus on va mettre des femmes devant des ordinateurs, leur montrer qu'elles codent aussi bien, peut-être mieux parfois, plus en réalité on va faire œuvre à moyen et à long terme pour recréer une orientation très forte vers ces carrières-là. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Je voudrais juste prendre un exemple qui peut paraître un peu éloigné. J'ai eu la chance, il y a quelques années, d'aller faire une visite d'État en Israël, et notamment de passer un petit peu de temps avec le ministre du numérique. Et il nous racontait que contrairement à une idée reçue, on pense que maintenant Tel Aviv est devenu l'espèce de Silicon Valley du Proche-Orient, et on a l'impression que ça tombe du ciel. En réalité, il y a eu une vraie volonté politique qui a été mise en œuvre en Israël il y a maintenant une vingtaine d'années. Le constat a été dressé que l'avenir c'était de former davantage d'ingénieurs, et ils ont réfléchi aux moyens de le faire. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés débaucher des profs des États-Unis pour les faire revenir en Israël. Et 2, ils sont allés former de manière très initiale au lycée l'ensemble des classes d'âge à ces métiers-là. Et 3, ils sont allés dans toutes les classes pour pousser les gens à s'orienter vers ça. Ça, si vous voulez, c'est de la volonté. Et je crois que quand on veut, on peut. Et d'une certaine manière, c'est des choses comme ça qu'il faudrait faire. Et je termine juste sur un point. Tu penses qu'on ne veut pas suffisamment encore? Je pense que parfois on ne veut pas suffisamment. Je pense que parfois on ne met pas de la coercition là où on pourrait encore mettre davantage. Et puis je termine sur un point. Moi, il se trouve que je suis tombé dans le numérique, j'étais très jeune. J'ai eu mon premier ordinateur en 83. Donc j'avais à peine 10-11 ans. Vous savez pourquoi j'ai eu envie d'avoir un ordinateur ? Parce que j'ai vu 2 films dans ma vie qui ont profondément changé ma vie, je pense. Le premier qui était Tron, je ne sais pas si quelques-uns l'ont vu. Et le deuxième, c'était Wargame. Wargame, c'était un film américain où on voyait un jeune informaticien qui arrivait à pirater les ordinateurs de l'armée américaine. Eh bien, ça a évidemment produit sur moi un effet d'identification très puissant. Et je vous le livre comme ça. Quand est-ce qu'il y aura un wargame où l'héroïne geek, hackeuse, sera une femme? Parce que c'est souvent là que naissent les vocations. Ça, sur les rôles modèles, tout le monde s'entend. Vous êtes d'accord, Carlo et Muriel, sur le fait de dire qu'il faut plus de coercition, encore plus de choses qui obligent? C'est un ensemble en fait de règles, mais aussi de continuer le débat pour la remise en cause de certains principes de base. Je rappelle une chose, nous sommes en France. Vous savez combien de femmes il y a responsables d'une entreprise CAC 40 ? Très peu, je crois qu'il y a une seule. Et encore Isabelle Cocher sur Engie, une seule. Donc je pense que c'est très profond en fait. C'est une question de comment est-ce que en France on prend des décisions en général. Est-ce que c'est encore basé sur de l'élitisme, de la cooptation, de la connaissance du réseau, ou est-ce que c'est vraiment de la méritocratie, de l'opportunité pour tout le monde? Donc le sens de l'inclusion et de l'opportunité, ça va très 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 loin. C'est même pas seulement une question d'égalité homme-femme. C'est un peu ce que disait très bien le ministre Blanquer. On a des principes républicains très forts. Vérifions qu'on l'utilise vraiment au quotidien. Est-ce que si, 39 hommes et une femme en entreprise CAC 40, vous pensez vraiment qu'il n'y a pas dans les autres 39 entreprises une femme qui serait capable de gérer cette... Moi, je vous dis que oui. Et donc, il y a un problème dans comment on passe dans la succession entre un homme et un autre homme parce qu'ils se connaissent ou pour d'autres raisons. Donc, voilà, il faut que cette prise de conscience doit être globale. Donc oui, les règles obligent à réfléchir. Maintenant, l'intelligence oblige à réfléchir aussi. Donc à force d'en parler, de donner des exemples, d'élever le débat, et c'est bien que le gouvernement prenne des positions fortes là-dessus, je pense que petit à petit, on va faire la différence. Et puis, moi je compte beaucoup sur les nouvelles générations. C'est-à-dire que autant nous, on a été élevés avec certains principes et on a du mal à s'en détacher. Pour apprendre, vous savez, la chose la plus difficile, c'est désapprendre. C'est toujours ça. Hein. Donc moi, je pense que les jeunes, là, ils sont sortis pour faire la photo, je pense, avec le ministre, mais les jeunes, ceux qui vont rentrer dans le monde du travail, quand je les observe avec un peu de recul, moi, je pense qu'il y a beaucoup moins de préconcepts que notre génération. C'est pour ça que je dis c'est une question pour moi de transition à 15 à 20 ans. Moi, je le vois comme ça. Moi, j'ai 4 neveux, j'ai 2 garçons, 2 filles. Franchement, leur façon de voir le monde
est beaucoup plus neutre et indépendante de moi je vais plutôt faire de la technologie, moi je vais plutôt faire de l'humanisme. Non, en fait chacune et chacun se projette dans le monde avec une grande sérénité, une grande neutralité. Donc je pense que nous allons vivre dans un monde qui est différent. C'est la génération qui est au pouvoir maintenant. La prise de conscience est de la génération qui est au pouvoir maintenant. Là, on peut faire une différence. Mais moi, je pense que la nouvelle génération sera beaucoup plus habile sur ce sujet. Je pensais à peu près la même chose, Carlo, et en même temps, mais je vous ouvre mon questionnement, et je voudrais avoir l'avis de Benoît, peut-être aussi de Muriel, évidemment, là-dessus. C'est que moi, j'ai été très frappé par cette affaire de la Ligue du LOL, par exemple, où on a découvert que il y avait un niveau de sexisme, en plus dans un milieu professionnel que je connais assez bien, parce que c'est celui très souvent du journalisme, donc j'ai eu l'impression d'être passé complètement à côté d'un truc, et j'ai découvert que, et justement que ça frappait surtout des jeunes générations, des trentenaires, alors que moi j'étais persuadé que justement ce type de truc, éventuellement ça pouvait exister entre des vieux crabes de cinquantaine d'années. C'était des trentenaires quand ils l'ont fait. Donc maintenant, ils ont plutôt 40-45. Moi, je dis... c'est ma conviction. Tu parles de ceux qui ont 30 ans aujourd'hui. Moi, je dis ceux qui ont entre 5 et 25 ans aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans le monde qu'on commence à connaître. Nous, je vous rappelle, enfin ceux qui ont plus ou moins mon âge, nous, on n'est même pas la génération de l'Internet, nous, on est la génération de la télévision. Nous sommes la génération de la télévision, c'est-à-dire que le corps... Non, mais c'est la réalité. Nous, on est programmé pour avoir quelqu'un qui choisit des choses et ils nous disent voilà quelles sont les news que tu dois voir, voilà quelles sont les choses que tu dois lire, etc. C'est notre génération. Les trentenaires d'aujourd'hui sont vraiment les natifs Internet. Donc, eux, ils ont l'habitude déjà, beaucoup plus que nous, de dire la connaissance, les news, c'est moi qui suis actrice, acteur, je vais chercher ce qui m'intéresse. Les plus jeunes encore, donc les moins de 20 ans, ils évoluent dans un monde où l'information, la prise de décision, la collaboration entre personnes, etc., va se faire de façon radicalement différente. Quand les 5 à 20 ans d'aujourd'hui vont rentrer dans le marché du travail, ils vont être étonnés des comportements que la génération des trentenaires d'aujourd'hui va avoir. Donc c'est ça l'évolution du monde. Et c'est pour ça que je suis confiant et optimiste. Les choses qu'on doit régler, c'est les 40... 50, 60 qui sommes au pouvoir aujourd'hui et en fait on a un héritage qui vient du passé et sur lequel il y avait des biais largement supérieurs. Benoît, sur cet épisode fâcheux. Sur la Ligue du LOL, comment dire? Non, moi je suis, moi je me sens je suis pas un digital native, je pourrais pas vous faire croire ça, mais en revanche je pense pas non plus complètement appartenir à la génération de la télévision. Mais moi je crois que la Ligue du LOL, elle est intéressante à analyser parce qu'au fond c'était quand même une génération émergente, nouvelle, qui a prospéré avec de nouveaux outils, les nouveaux médias, qui les a expérimentés à mon avis en se brûlant les mains avec, et quand même on ne peut pas ne pas s'étonner, justement. Donc j'aurais une petite pointe d'interrogation, peut-être un petit peu plus pessimiste, comme quoi il ne faut pas baisser la garde. Parce que précisément, sur une nouvelle génération dans laquelle on pouvait imaginer peut-être de manière plus spontanée une forme d'égalité ou de respect peut-être plus fort ou plus spontané, encore une fois, entre les hommes et les femmes, on a pu voir justement et mesurer quelque chose qui illustrait exactement le contraire, et dans des proportions quand même assez effrayantes. Qui a suivi quand même ces échanges? Alors certes, il n'y avait pas que des hommes contre des femmes dans la Ligue du LOL, c'était de manière beaucoup plus générale, une espèce d'amour du clash, de l'ironie très dure, parfois allant jusqu'au harcèlement. Les clasheurs étaient quand même souvent des mais c'est vrai quand même que cette culture-là venait un peu justement d'un monde un peu de geeks, très masculin, et qui d'ailleurs semblait pas totalement à l'aise dans leurs échanges avec leurs consoeurs féminines. Et donc je pense que ça veut dire, je suis pas sûr qu'on ait fini d'analyser complètement tout ça, je suis pas sûr non plus que ce soit durable. Ça, je crois que la société est en train aussi d'apprendre progressivement à se servir de ces nouveaux outils, de ces nouveaux pouvoirs. Parfois, elle s'y brûle les mains et probablement après, cela génère-t-il aussi d'autres types de comportements. Mais en tout cas, ça veut dire une chose quand même, c'est que je suis pas sûr qu'il ne faille que s'en remettre à l'enclenchement d'une dynamique en se disant les générations qui arrivent seront spontanément égalitaires. Et voilà, j'aurais tendance à dire que il faut plutôt continuer d'être vigilant et que tant qu'on n'a pas atteint l'objectif, il faut continuer avec les outils et les armes qu'on a utilisées jusque-là. Muriel, tu veux dire un mot? Oui, moi je suis d'accord. Je pense que plus
enfin, moi en tout cas, plus je vieillis, plus je suis militante de la parité. À 20 ans, je pensais que le féminisme était un combat du passé. Je pensais que nos mères avaient fait le job et que si on travaillait bien à l'école, les choses se passeraient naturellement. Et puis, moi, je suis un pur produit de l'élitisme et curieusement, Henri IV, Sciences Po, l'ENA, et plus j'avance, moins il y a de femmes. Donc ça veut dire que il n'y a pas de résolution spontanée, bien au contraire. Et encore une fois, le problème au fait qu'il n'y ait pas assez de femmes, c'est qu'on est collectivement sous-optimaux. Donc pour progresser, il faut maintenir la pression, et je crois que c'est un processus itératif entre la norme et le social, entre la loi et la société. C'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur les attentes de la société pour construire de la norme, et en même temps s'appuyer sur la norme pour faire réfléchir la société. Ça va dans les deux sens. Mais je crois que ce que disait le ministre Blanquer est très important sur l'éducation et sur le cyberharcèlement, parce que évidemment les réseaux sociaux renouvellent finalement un certain nombre de clichés, un certain nombre d'insultes. Hier, en regardant La Tempête sur le nord de la Drôme, Romans-sur-Isère, je regarde une vidéo YouTube où quelqu'un voit son pare-brise brisé par un très gros grelon. Et en fait, ce qu'il y a derrière cette vidéo, qui est là pour montrer, oh là là, il y a eu un grelon qui a cassé un pare-brise, c'est deux hommes au volant qui disent « Waouh, ta mère la pute, t'as vu ce... » Et en fait, non mais c'est ça, c'est le renouvellement des insultes, c'est ça. C'est aujourd'hui, les insultes, c'est « ta mère la pute ». Et c'est normal. Et en fait, c'est comme quand les ouragans avaient toujours des noms de femmes. Hein. Oui, voilà. Mais peut-être que c'est ça le truc subliminal. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est devenu, en fait, chez les youtubeurs, du coup, j'ai regardé, c'est l'insulte de référence, quoi. C'est devenu la norme. Et donc, je crois que c'est essentiel de maintenir la pression sur la norme, parce que c'est le seul moyen de faire évoluer la société. Mais il faut évidemment que la dynamique prenne. Et je voudrais simplement, pour conclure, me référer à ce propos du juriste Laferrière dans un autre domaine qui est celui du droit du travail. Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et le droit qui libère. Et donc, dans une situation où il n'y a pas assez de femmes, c'est évidemment la norme qui va libérer et qui va faire progresser. Après, à charge pour nous et pour l'ensemble des acteurs du monde éducatif, mais y compris l'audiovisuel. Alors, je le dis en regardant Marianne Bernard, la directrice responsabilité sociale de l'entreprise, parce que je veux saluer l'engagement de l'audiovisuel public et de France Télévisions, et notamment, ça a été touché un petit peu par Bouchera Azouz tout à l'heure, se saisir du service national universel. Qui va voir passer toute une classe d'âge et qui sera un formidable incubateur de politique publique. Nous, en prévention de la radicalisation, on a veillé à ce que le développement du SNU intègre la prévention de la radicalisation, mais ils vont aussi utiliser des contenus, notamment de France Télévisions, sur le sujet de l'égalité filles-hommes. Donc, effectivement, il faut que les politiques maintiennent la pression et s'approprient le sujet, et il faut qu'on soit les vigies de nous, société, de ces politiques, et que la société soutienne la norme. Bon, effectivement, il y a deux jambes. Il y a l'idée de légiférer, de continuer à légiférer, ce qui n'empêche pas de continuer à mener des actions comme celle de Jamais sans elle, de faire signer de plus en plus d'entreprises avec des chartes qui sont négociées et qui sont un peu sur mesure en fonction de ce que chaque entreprise pense qu'elle est en mesure de faire. Peut-être une dernière question pour Carlo, parce que tout à l'heure, tu as dit que l'Italie était moins avancée que la France quand tu as été frappé quand tu es retourné travailler en Italie. Est-ce que on a tous en tête l'idée que plus on descend vers le sud de l'Europe et moins on est avancé? Est-ce que c'est exact ça, ou est-ce que c'est terminé? Et comment se situe la France? Est-ce qu'on est vraiment entre les deux, entre les pays du Nord qui sont censés être beaucoup plus avancés? Avec un peu d'expérience, oui, avec le peu d'expérience que j'ai de l'Europe, c'est quand même un peu vrai. Ouais. C'est-à-dire la participation
dans les différentes parties de l'entreprise et même dans la vie publique. Si on regarde les pays nordiques, ils ont quand même un tout petit peu d'avance par rapport à nous. Et l'Italie, oui, il y a un tout petit peu de retard. Mais en Italie aussi, là où ça a changé beaucoup, c'est quand le gouvernement, il y a quelques années, avait choisi justement de mettre un peu comme a été fait en France, de mettre dans les boards, par exemple, d'entreprises, un quota. Et puis du coup, ça a beaucoup changé. Ça a commencé à beaucoup changer. Mais après, pour que ça dégringole à tous les niveaux de l'entreprise, ça prend du temps. Je voudrais revenir, si tu me permets, quand même, pour une raison d'optimisme. C'est pourquoi j'ai cet optimisme intrinsèque. Je vais vous dire quelque chose qui est vrai, au moins dans l'entreprise. On parle beaucoup de révolution industrielle. Donc, la technologie, l'intelligence artificielle changent la façon de travailler. Mais ce n'est pas seulement la technologie. Moi, je dirais que si on regarde le siècle dernier, qui était surtout une production de produits, en fait, quand on regardait comment le travail était organisé dans une usine, par exemple, il y avait des personnes qui cherchaient le produit et qui définissaient comment il allait être produit. Il y avait une chaîne de montage, il y avait des actions simples pour pouvoir agréger des morceaux qui font un produit final. Dans ce monde-là, on parlait, je vais utiliser un anglicisme, mais c'était du task-oriented. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait vérifier que chaque personne qui participe à une chaîne de montage, par exemple, exécute les tâches de façon très cohérente et très précise. Ce monde est révolu. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit émerger, c'est d'autres notions de leadership, de capacité managériale. Ce n'est plus vérifier les tâches que quelqu'un fait, mais aujourd'hui, et de plus en plus, donc demain, je me projette vers le futur, on va demander à un manager, un leader, non pas de vérifier, donc de dire à son équipe qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est l'inverse, c'est de créer un contexte pour que les gens qui font le travail puissent définir comment il faut faire les choses. Et alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand on regarde quelles sont les caractéristiques mentales de comportement dans un monde qui est task-oriented par rapport à un contexte qui est value-oriented, donc je crée un contexte et je donne des valeurs et j'explique comment il faut travailler ensemble pour arriver à un objectif, et bien en fait, quand on voit comment ça fonctionne, les hommes aujourd'hui, ou dans tous les cas, l'aspect masculin d'une personne est beaucoup plus cohérent par rapport à un monde qui est task-oriented, c'est-à-dire j'ai un objectif, j'ai une chose, j'ai une tâche, je la fais, par rapport à les femmes ont des fantastiques capacités de création de contexte et de laisser les gens évoluer, créer leur personnalité et la gestion des égos, donc de mon ego par rapport à l'ego de mes collaborateurs, est radicalement différent. Donc, on peut se projeter dans un monde où, dans 30 ans, on va dire « Ah ben tiens, là, on commence à avoir un problème qui est l'inverse. » Les femmes sont beaucoup plus capables dans le monde des intelligences numériques, du travail, où le travail se fait par les gens et pas parce que quelqu'un l'a décidé. Les femmes vont être des leaders beaucoup plus capables que les hommes. Donc, il va falloir faire de la diversité à l'envers. Donc, c'est pour ça que je dis attention à ne pas se cristalliser de dire ça va être toujours comme ça. C'est pas vrai. Moi, je suis convaincu que nous sommes vraiment dans une phase de transition. Il y a des siècles derrière nous où les hommes faisaient certaines choses et les femmes faisaient d'autres choses. Vous avez tous ces anecdotes de nos parents ou de nos grands-parents. Comment est-ce qu'ils nous ont éduqués? Combien ils nous ont dit que ça c'est plutôt masculin, ça c'est plutôt féminin. Quel type de travail pour l'une ou pour l'autre, pour la fille, pour le garçon. C'est à nous de créer le contexte pour que cette égalité et parité et opportunité pour tout le monde se fasse. Et moi, je parie sur les générations, sur les petits d'aujourd'hui, où cette problématique n'existera plus. Donc, il faudra regarder de façon différente l'inclusion. C'est intéressant, parce que ce que ça veut dire, c'est qu'en creux, si tu penses que le bottom-up, pour peu qu'on l'initie, qu'on l'organise bien au départ, oui, peut être plus facilement accepté, plus efficace que ce qui vient le top-down, ce qui viendrait ce qu'on voit dans les entreprises, c'est beaucoup ça. Nous, on est une entreprise numérique. On est en train de faire du coaching aux managers pour leur dire arrêtez de vous positionner vis-à-vis de votre équipe. En anglais, on dit en command and control. C'est-à-dire cette attitude mentale qui veut dire maintenant je suis manager, je vais dire aux autres qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. Qui est, laissez-moi le dire, un peu masculin quand même. Et c'est fini. Ce n'est plus le leadership qu'on cherche. Le leadership qu'on cherche, c'est des personnes, femmes ou hommes, qui sont capables de regarder une équipe, de comprendre chacune et chacun et de comprendre comment on crée un contexte pour cette équipe pour produire de la valeur.
Donc, ce n'est pas moi qui vais dire aux personnes comment il faut faire. On a un objectif d'équipe et de chacune et de chacun de mon équipe, on va définir ensemble comment on fait. Donc, c'est du bottom-up. C'est d'autres caractéristiques de leadership. Voilà. Et donc, dans ce monde-là, pourquoi un homme serait plus capable qu'une femme? Pas du tout. Redonner en fait des caractéristiques féminines au management, en quelque sorte. Merci beaucoup.